Eh bien le bonjour. Ici le contrôleur fiscal pour une petite vidéo improvisée. Parce qu'on m'en a demandé, quelqu'un que je connais me l'a demandé, une petite vidéo d'analyse pour un joueur débutant. Alors ça, c'est parce qu'une personne précise me l'a demandé, mais je le mets sur YouTube, tout le monde peut en profiter. Si vous êtes joueur débutant de Helldivers 2, vous voyez plein de nouveaux stratagèmes. Silence! Vous voyez plein de nouveaux stratagèmes qui sont proposés. Pour savoir lesquels prendre en priorité, qu'est-ce qui est le plus intéressant, eh ben je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors, je précise aussi, je vais vous parler principalement des stratagèmes, mais quelque chose qui a un impact considérable sur les stratagèmes aussi, ce sont les modules du vaisseau. Vous gagnez des échantillons, et les échantillons vont vous permettre d'acheter des modules du vaisseau qui vont complètement améliorer de façon grandement importante les stratagèmes. Donc, les stratagèmes que je vais vous donner ne changent pas dans l'idée de fond. C'est un niveau 150 qui vous parle, mon opinion n'est pas un absolu. Néanmoins, je pense avoir tous les éléments à dire, en fait, que je dirais à un débutant. Selon moi, selon mon parcours et le fait que ça fait 1 an que je ponce le jeu. Donc, les améliorations, en fait, vous avez plusieurs grandes catégories. Vous avez des améliorations qui vont vous buffer les tourelles. Vous avez des améliorations qui vont vous buffer des tourelles et de l'équipement. Vous avez des améliorations qui vont vous buffer les frappes. Voilà. Vous avez des améliorations qui vont vous buffer les avions. Et vous avez des améliorations qui vont vous buffer, donc d'autres types d'améliorations pour buffer les frappes. Et des améliorations qui vont buffer l'équipement. Je dirais que les améliorations qui buffent l'équipement sont probablement dans les plus importantes en début de jeu. Parce que ça vous fait des délais améliorés sur l'équipement, des délais de rechargement améliorés quand vous l'utilisez, et surtout quand vous avez des techniques d'emballage améliorées, le sac de ravitaillement devient vraiment intéressant pour le haut niveau. Pourquoi? Si vous portez un canon sans recul, que vous tapez dans le sac de ravitaillement, il va vous rendre que 3 obus. Alors que si vous avez sac de ravitaillement avec la technique d'emballage améliorée, il va vous donner le maximum qu'il peut vous donner pour les armes secondaires. Et donc, s'il vous manque 2 Steam, mais que vous avez le sac vide, vous allez manger qu'une seule caisse de ravitaillement pour le recharger. Donc, dans ce sens, ça, c'est l'un des meilleurs pouvoirs à avoir. Alors, après, vous avez les améliorations des canons, qui améliorent légèrement les délais de rechargement, qui réduit la dispersion, qui va augmenter la marge d'explosifs. Alors, je dirais que la deuxième priorité, si vous aimez jouer les aigles, mais c'est important, ça va être d'améliorer l'aigle. L'aigle qui revient plus vite, qui frappe plus souvent. Délai de rechargement de l'aigle de 50%, c'est énorme. Parce que l'aigle, une fois que vous avez dépensé tous vos aigles, il part à la vase et il met un temps avant de revenir. 50% sur ce temps-là avant de revenir, c'est énorme. Donc oui, en plus, non, même pas, c'est même pas ça, j'ai confondu, c'est encore autre chose. Mais non, oui, c'est vrai, j'ai 7 secondes de rechargement au lieu de 15, en partie. Oui, entre 2 stratagèmes, l'aigle met du temps, il n'y a qu'un seul avion. Donc il y a d'autres choses qui améliorent le temps où il va à la base. Et justement, augmente de 1 le nombre d'utilisation du stratagème à chaque réarmement. Si vous voulez vraiment buffer les aigles au maximum dans les stratagèmes dont je vais vous parler, la soute à bombe agrandie est votre priorité. Voilà. Et après, bon, soute d'armement XXL, ça fait une bombe en plus, et ça existe. Mais vraiment, c'est la soute à bombe agrandie qui va être votre priorité. Ensuite, donc ça, oui, la dissection assistée, ça permet de piloter les L-Pods. C'est pas mal aussi de l'avoir. Donc la portée de détection des ennemis sur la mini-carte, vous l'aurez assez vite, hein, mais... Délai d'activation des stratagèmes orbitales, bof. Supplément synthétique. Si vous aimez jouer les tourelles, c'est vraiment dans la baie d'ingénierie et dans l'atelier robotique que vous allez vouloir mettre vos améliorations, en fait. Hein. Alors, compatibilité multiplateforme, je vous dirais que c'est l'une des dernières que vous allez débloquer. Vous l'utilisez très rarement. Et même quand vous l'utilisez, des fois, je ne suis pas convaincu. Mais ça, c'est peut-être un conseil, allez chercher ça en dernier. Et après, vos tourelles, résistance aux explosions. Alors, pivote plus rapidement vers leur cible. Je dirais que si vous êtes un gros joueur de tourelles, lubrifiant haute qualité est potentiellement une de vos plus grandes priorités. Pour que les tourelles pivotent vite et marafent tout encore plus vite et efficacement. Donc, on va regarder les stratagèmes. Alors, moi, vu que je suis niveau 250, j'ai tout débloqué, donc ça ne s'affiche pas à l'écran, mais vous, si vous êtes bas niveau, vous avez à l'écran les stratagèmes
Les niveaux à partir desquels vous pouvez les débloquer, les 10 premiers niveaux vont être assez rapides à obtenir, mais monter à 25, après, ça commence à prendre un peu de temps. Donc, moi, ma vidéo se concentre sur les stratagèmes que vous allez débloquer en priorité, parce qu'en fin de jeu, vous avez toujours trop de réquisitions. La seule chose qui fait que j'en ai dépensé là, c'est les améliorations des armes. Il y a 2-3 armes qui les méritent réellement. Après, si vous avez vu ma vidéo sur les armes recommandées, vous allez jouer 3-4 armes au début, et essayer d'en maîtriser assez peu qui vous conviennent le plus. Donc, c'est à vous de voir si vous avez besoin de la modifier ou pas. C'est votre sensibilité qui vous dira, pas moi. Le seul cas particulier va être le volcan. Le volcan, il faut vraiment, vraiment se débarrasser de la lunette, mettre une poignée des accès pour augmenter l'ergonomie. Sans avoir à jouer une armure jaguar ou quelque chose d'un autre pack pour le rendre vraiment, vraiment bien. Sinon, pour en revenir aux stratagèmes. Les stratagèmes dans le centre d'administration patriotique niveau 1 qui seront disponibles, c'est mitrailleuse, fusil de précision et vigoureux. D'ailleurs, en principe, mitrailleuse, le jeu vous l'a déjà fait acheter dans le tutoriel si ma mémoire est bonne. Alors, je vous conseille pas spécialement d'acheter le fusil de précision et le vigoureux. Vous pouvez, je ne vous impose rien, mais je ne vous conseille pas. Le vigoureux est moins puissant que la mitrailleuse, mais ne perce pas le blindage. Il est vrai. Mais le vigoureux, faut comprendre une chose assez particulière sur ce stratagème. Le stratagème du vigoureux se joue comme une arme principale. Le vigoureux n'est pas une arme d'épaule comme la mitrailleuse, que vous allez jouer avec pénibilité mais en échange de l'efficacité, ou que vous allez jouer que quand vous tenez une position, ou vous attaquez des ennemis spécifiques, et quand vous n'êtes pas dans cette circonstance-là, vous baladez avec votre fusil à pompe contre les insectes. Non, le vigoureux est une arme qui a vocation à remplacer votre arme principale. Donc, si vous avez habitude de jouer par exemple un sniper, parce que vous voulez jouer sniper, notamment le fusil à levier dont je parlais dans ma vidéo sur les warbonds. Si vous décidez de jouer un volcan, si vous décidez de jouer une arbalète explosive, et que cette arme vous emmerde quand vous avez trop de monde ou que vous n'êtes pas contre des cas spécifiques, le vigoureux devient une très bonne option. Vous alternez en fait entre deux armes principales. Par contre, le coup du vigoureux, ça va être que vous ne pouvez pas avoir de lance-roquettes, vous ne pouvez pas avoir de casar, vous ne pouvez pas avoir plein d'autres choses à la place, vu que c'est l'arme d'épaule. Et donc, vous vous privez énormément d'anti-chars. Vous avez intérêt à pouvoir avoir, par exemple, des bombes de 500 ou des frappes adaptées dans les stratagèmes. Sauf que ces frappes et ces bombes adaptées, le vigoureux peut vous plaire, attention, mais vous allez le débloquer niveau 15, niveau 20, vous allez le débloquer beaucoup plus tard. Donc, si vous décidez de jouer un vigoureux dès le début, vous montez à un haut niveau, vous affrontez des blindés, le vigoureux ne permettra pas de gérer les blindés, et vous n'aurez pas débloqué les stratagèmes pour gérer les blindés autrement que par vous-même. Donc c'est pour ça que je ne le recommande pas. Moi, je n'aime pas le jouer. Il y a des gens qui adorent le jouer et qui disent qu'il est devenu très efficace. Pour avoir testé, je leur donne raison. Néanmoins, ce n'est vraiment pas votre priorité avant un certain niveau de jeu et de maîtrise. Donc, la première priorité, je dirais, c'est des charges anti-chars en niveau 3. Pourquoi ? Ça va être la seule chose qui va vous permettre de gérer des blindés. Un tank, un chargeur, ce que vous voulez. La charge anti-char, une génitrice, si vous commencez à jouer un peu au trop haut niveau. Mais la charge anti-char va être la seule chose qui va vous permettre de gérer des blindés. Vous serez à poil sans. Donc, charge anti-char, prenez pas d'arme d'épaule. La charge anti-char, toutes les 1 minute 10 à peu près, vous pouvez en appeler une, ça fait tomber un L-Pod, ça vous donne 2 charges. C'est à usage unique. Le soldat va tirer l'arrière de la charge pour l'armée, tirer sa charge et jeter l'arme. C'est une munition, ce n'est pas une arme. D'ailleurs. Votre deuxième priorité sera selon moi le fusil sans recul. Le fusil sans recul est une arme absolument excellente sur les 3 fronts. Plus précisément 2 plus que sur 3. Elle est beaucoup moins intéressante en illuministe, mais elle est absolument excellente, en tout cas en terminide et en automaton. C'est à titre personnel le stratagème que je joue le plus en stratagème d'équipement. Tout le monde ne partage pas mon avis et mon mode de jeu, et après si vous avez une équipe équilibrée, vous pouvez faire en sorte que tout le monde n'a pas un fusil sans recul, mais quand vous êtes débutant, votre vrai pot de chagrin, ça va être les blindés. Et encore une fois, si vous n'avez pas les stratagèmes que je vous recommande, le fusil sans recul est là pour ça. Le fusil sans recul peut permettre de one-shot un titan si vous tirez dans la tête, de one-shot un chargeur si vous tirez dans la tête, de one-shot un walker si vous tirez dans la tête, et même de one-shot un char en fonction de... Si vous tirez n'importe où, vous pouvez le one-shot.
Et si vous avez tiré dans un endroit vraiment blindé ou que ça a ricoché, vous tirez dans un endroit sensible, ça va le one-shot. Ça vous permet aussi de défoncer ces putains de tourelles automatons. Là où il va s'avérer beaucoup moins utile, ça va être en illuministe. Si vous voulez abattre un léviathan, ça va tout vous bouffer. Et contre une vermine, c'est pas adapté. Et après, les tripodes, vous avez beaucoup d'alternatives pour abattre les tripodes sans avoir un fusil sans recul. C'est pour ça qu'en illuministe, il n'est pas nul, mais il est... vraiment, il y a beaucoup mieux. Mais sur les deux autres fronts, stratagème excellent. Par ailleurs, ne vous fiez pas aux apparences de la vidéo de présentation qui m'a induit en erreur, moi aussi, quand j'étais débutant. La vidéo de présentation montre deux joueurs qui collaborent. Ce n'est pas une obligation. Si bien sûr, un joueur a l'arme principale et un joueur a le sac à dos, le joueur en sac à dos va recharger beaucoup plus vite. C'est automatique, il n'a pas de manœuvre à faire, il est juste figé et il regarde le gameplay. Mais tant qu'il est placé là, le personnage va recharger automatiquement très vite. Ça peut être très puissant dans certains cas, mais l'usage est vraiment extrêmement rare. La plupart du temps, vous allez avoir votre canon sans recul, vos obus dans le dos, et quand vous allez faire recharger, votre personnage va se mettre à genoux, dégager l'obus, en mettre un nouveau, et au bout de 3 secondes, vous êtes armé. 3 secondes, ça peut être très long en fonction de la situation. Donc des fois, vous allez le faire en 2 étapes. Vous allez retirer la douille, vous mettre à marcher, puis vous me remettre à recharger. Et là, les animations de rechargement dans ce jeu sont bien faites. Si votre personnage a retiré une douille ou un chargeur, mais qui n'a pas fini le rechargement, vous lancez un rechargement, votre personnage finira le rechargement à l'étape clé où il s'est arrêté. S'il a retiré la douille, il n'y a plus que la moitié du rechargement à faire vu qu'il va en mettre une nouvelle. Ça, c'est une notion importante à avoir. Je ne l'ai d'ailleurs pas précisé sur le volcan quand je l'ai recommandé dans mes packs. Le volcan, si vous gardez qu'une seule munition dans le chargeur, vous changez de chargeur, le personnage va changer de chargeur, et il va éliminer l'animation de réarmement. Parce que la dernière munition dans le chargeur est en fait une munition dans le canon. Même, ça marche avec plusieurs armes comme ça, vous lancez une animation de rechargement, vous n'avez plus de chargeur, vous pouvez quand même tirer la balle parce que vous avez été pris de court par quelque chose. Donc, vous aurez l'animation de réarmement vu qu'il mettra un canon vide avec le nouveau chargeur, mais même sans chargeur, si l'arme a une balle dans le canon, l'arme peut tirer la balle qu'elle a dans le canon. C'est basé sur des connaissances réelles. Hein. Les militaires peuvent réellement faire ça dans leur procédure. Mais c'est l'un des rares jeux, je le souligne, parce que c'est l'un des rares jeux vidéo qui s'est fait chier à comprendre des principes militaires comme cela. Il est strictement débile à côté, hein, avec les stratagèmes, vous jetez à 20 mètres des frappes d'obus de 60 mètres de rayon. Dans la réalité, les militaires, ils font ça à 600 mètres de sécurité. Mais vous avez tout un tas de notions du personnage ou de fonctionnement des armes qui, eux, sont vraiment basées sur le réel. Donc, le fusil sans recul, j'en ai fait le tour. Votre prochaine priorité pourra être ensuite le lance-roquette à explosion aérienne, lance-roquette de proximité. Alors, le canon automatique, il est débloquable plus tard, à ma connaissance. C'est pour ça que j'en parle plus tard. Et après, le canon automatique a un gameplay très spécifique. Les gens qui aiment ça l'adorent. Moi, je fais partie des gens qui ne l'aiment pas, mais les gens qui aiment ça l'adorent et vous diront qu'on peut le jouer sur tous les fronts, le canon automatique. Et c'est vrai. Si c'est votre style de gameplay, ça peut vous plaire. Ce n'est pas le mien, mais ça vient plus tard. De plus, je ne le recommande pas en priorité parce que c'est un gameplay assez particulier. Je ne suis pas certain que ce soit toujours adapté de proposer ça en priorité aux nouveaux joueurs. Si vous voulez tester, il est disponible niveau 10, ce sera jamais une déception. Mais, voilà, je vais vous montrer, hein, c'est la même chose, hein, vous pouvez avoir le sac à dos et l'arme, il n'y a pas de souci. Mais voilà, canon automatique, quelque chose de particulier. Mitrailleuse lourde, j'en parle pas, c'est une mitrailleuse très lourde, très lente à recharger, très peu maniable, donc il faut avoir des builds adaptés. Et les builds adaptés, ça va être peut-être d'avoir un sac de ravitaillement, j'expliquerai plus tard. Encore une fois, c'est destiné aux débutants. Donc je dis ce qui va être prioritaire pour vous si vous devez faire des choix et que vous avez peu de crédit. Bien sûr, vous jugez, si vous jouez avec d'autres joueurs, ils vous donneront leur avis, vous vous adaptez. Moi je donne des notions de base qui sont les miennes. Donc, la prochaine priorité selon moi, c'est le FAF. Le commando, c'est un fusil, c'est une charge jetable, hein, mais il y en a 4 dedans, mais vu qu'il y en a 4, elles sont moins puissantes, il met plus de temps à revenir. C'est pas nul, mais quand vous avez déjà les charges anti-charge, je vois pas l'intérêt de vous dire que c'est une priorité. Le fusil électromagnétique, c'est une merde. Voilà, il n'y a pas à dire. Et depuis qu'ils l'ont nerf, ils l'ont rebuff, mais ça n'a pas suffi, c'est une merde. Le lance-roquette Wasp, pareil, c'est une merde.
En l'état, c'est pas jouable. Je l'ai testé sur les 3 fronts. Sur les 3 fronts, j'ai trouvé ça catastrophique. Alors, il y a quelques joueurs qui ont dit en automaton, ça vous défonce l'infanterie. C'est vrai, ça vous défonce l'infanterie. À condition que le missile se jette pas dans un mur, qu'il se jette pas à côté, et que vous affrontez que de l'infanterie. Parce que dès que vous avez des blindés en dehors du marcheur qui se fait défoncer là, vous avez rien pour les défoncer. Et même, ça vous défonce les volants. Oh, c'est vrai. Moi, j'ai testé ça en illuministe. Je tirais ça sur des superviseurs supérieurs. Les missiles ratent 4 fois sur 5. Le machin, j'ai fait qu'une seule partie avec. Poubelle. Donc, ça se débloque à partir du niveau 20. Ça vous coûte 12 000 crédits, c'est vraiment pas votre priorité. Par contre, le lance, lui, si vous aimez le téléguidé, parce que vous avez des ennemis aériens, notamment les avions en illuministe, ou que les nacelles vous emmerdent en automaton, ça va être aussi puissant qu'un fusil sans recul, mais avec des missiles téléguidés. Le prix à payer, c'est que vous avez moins de missiles. C'est par contre, quand vous avez des ennemis où vous devez cibler, donc en automaton c'est rarement un problème, sauf pour les génitrices, mais quand vous avez des ennemis que vous devez cibler, notamment viser dans la tête d'un titan, le lance lui ne vise pas la tête de l'ennemi. Le lance, il cible l'ennemi et il part vaguement sur l'ennemi, il va le frapper où il veut. Donc, ça vous évite de viser. Donc si vous visez mal ou vous aimez pas viser, vous avez des ennemis volants, ça va être avantageux. Mais si vous avez des ennemis que vous devez sniper ou vous êtes quelqu'un qui vise bien, si vous avez déjà le canon sans recul, vous n'en avez pas besoin. Malgré tout, pour l'avoir dans ces options de jeu, quand on fait une team, qu'on sait qu'on va avoir de l'aérien, le lance reste une bonne idée. Donc ensuite, dans les barrages que vous avez dès le début, le jeu va vous suggérer la Gatling. Gatling, très bon barrage pour démober. Vous avez une incursion d'insectes, vous avez un largage de robots, vous foutez ça dans l'eau, ça va réduire le groupe dans un espace restreint. Ça va d'ailleurs le saturer un petit moment. Ça dure pas à l'infini, mais c'est assez fort sur les 3 fronts. C'est un stratagème qui met 70 secondes à revenir, il revient très vite. Quand vous n'avez pas la frappe à gaz, ça marche très bien. Si vous avez la frappe à gaz, disons que c'est 2 modes de jeu, 2 stratégies différentes. La Gatling orbitale, si vous êtes pris dedans, vous allez être stun, vous allez vous faire défoncer. La frappe à gaz, vous avez plus de chances de survie quand il y a eu un raté. Alors la frappe orbitale fusante, je la recommande pas. Un temps, elle était très bonne. Aujourd'hui, elle est assez moyenne. Elle met du temps à revenir. Elle est que sur un rayon assez limité. Mais malgré tout, il vous arrive régulièrement de vous tuer des alliés avec. Très honnêtement, il y a le barrage Gatling qui est plus rapide et plus efficace avec moins de temps d'attente. Donc voilà. La frappe orbitale de 120 mm. Ce sera selon moi l'une de vos premières priorités. Les gens se disent toujours, la 380, le barrage ambulant, c'est ce qu'il y a de mieux. Mon opinion est que, certes, ce sont des frappes qui marchent très bien. À titre personnel, je préfère la 120 pour une raison assez simple, c'est qu'elle est très volatile. Les autres frappes, déjà, elles se débloquent plus tard et coûtent plus cher. Mais avant de les débloquer, la 120 fera exactement le même travail. Sauf que la 120, elle a 180 secondes d'attente. 3 minutes. Le barrage orbital, il a 4 minutes. Et donc, en fait, en 4 minutes, vous pouvez croiser une base et avoir une incursion. Vous aurez du mal à avoir votre barrage une deuxième fois. La 120, elle revient vraiment vite. Et donc, en fait, elle est beaucoup plus volatile. Vous pouvez la jeter à chaque fois que vous avez une incursion et à chaque fois que vous croisez une base, quasiment. Elle vous permet vraiment de faire du ménage dans de la zone, que ce soit sur de la base ou sur de la horde de l'ennemi. Alors certes, elle fera de moins grosses explosions que la 380, elle tuera peut-être un peu moins de mobs, mais ça fait vraiment le ménage. Et c'est vraiment beaucoup plus rapide à revenir, ce qui fait que vous pouvez en lancer en permanence dans la partie. Alors que la 380, vous avez tendance à vous dire, moi c'est comme ça que je fonctionne, peut-être tout le monde n'est pas comme moi, mais vous avez tendance à vous dire que vous allez la garder en main et la jeter uniquement si la situation en vaut la peine. Et bien avec la 120 mm, vu que vous savez qu'elle revient qu'en 3 minutes, vous ne vous posez pas cette question. Vous la jetez, vous vous battez, 3 minutes plus tard, vous la jetez à nouveau. Donc, c'est pour ça que je la recommande. Alors, barrage orbital de 300 km, ça défonce sur un cercle. Barrage mobile orbital, ça défonce sur un cercle plus large. Ça fait du ménage, mais c'est légèrement différent. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, c'est différent, ça n'a pas les mêmes usages. Et le barrage orbital, après, les premières frappes sont proches de vous, les autres frappes s'éloignent. C'est un peu un barrage roulant. Néanmoins, vous vous approchez pas de la balise, parce que la balise, elle va vous défoncer. C'est juste que les frappes sont après la balise au lieu d'être autour. Laser orbital. Moi, je ne suis pas du tout un joueur du laser orbital. Je l'apprécie pas spécifiquement. Néanmoins,
bah il y a des joueurs qui l'aiment, et le laser orbital, quand vous êtes dans la merde, que c'est votre dernière carte en main, va faire un ménage phénoménal. Donc, ce ne sera jamais un mauvais stratagème à prendre. C'est juste que, à titre personnel, je l'estime pas comme prioritaire dans mon style de jeu. Après, si vous avez rien d'autre à faire, vous le prenez. Par contre, le laser orbital, contrairement aux autres frappes, alors déjà, il a 5 minutes de rechargement. Vous le voyez là, hein. Il recharge encore plus lentement que la 380. Et vous n'avez que 3 utilisations par partie. Donc une fois que vous avez utilisé vos 3 lasers, vous en avez plus. Votre case de stratagème est morte. Donc, à titre personnel, je préfère avoir des 120 et je balance toutes les 3 minutes qu'un barrage toutes les 5 minutes, alors que le jeu à haut niveau peut déraper en moins de 5 minutes, pour au final pouvoir finir à court. Parce que ça veut dire en un quart d'heure, potentiellement, vous avez bouffé le stratagème, alors que la frappe de 120, vous allez l'utiliser 40 minutes. Le seul cas où c'est pas dérangeant et où je le joue, ça va être dans les blitz. Là, dans les blitz, quand vous avez 12 minutes pour nettoyer la carte, effectivement, c'est pas dérangeant de balancer ces 2-3 lasers très très rapidement et d'avoir des recharges limitées. Alors ça, vous le débloquez plutôt niveau 20, ça, le frappe canon électromagnétique, c'est à moitié foireux. C'est pas nul. Ça vous permet d'abattre la plupart des gros en un seul coup, mais ça met 3 minutes 30 à recharger, et ça vous abat un gros. Et encore, dès que vous avez 2 gros côte à côte, cette merde arrive à ne pas le cibler. Quand le gros n'est pas 1 mètre trop loin du détecteur, et donc ça va cibler un fantassin que vous aviez jamais demandé. Et en plus, ça vous one-shotera pas forcément tout ce qui est génitrice et titan. C'est pas nul. Dans des builds adaptés, ça peut aller, mais c'est clairement pas un stratagème prioritaire. Le barrage napalm orbital, lui, alors c'est... ça se recharge comme la 380, hein, 4 minutes. Par contre là, hein, napalm, tout ce qui est infanterie, même des chargeurs et certains trucs blindés, il n'y en a plus. Tout brûle. Tout brûle. Ça brûle les chars, ça brûle tout, ça vous laisse que le très gros. Par contre, ça fait pas de dégâts au bâtiment. Vous balancez ça dans un nid d'insectes, ça va vous tuer les insectes, et ça vous fermez vraiment aucun trou. Mais, napalm, avoir un mec qui a un napalm dans l'équipe dans le cas où ça dérape, c'est toujours très bien. Ça va être aussi efficace qu'un laser orbital, mais en plus, non seulement ça met moins de temps à revenir, mais en plus, il n'y a pas d'usage limité. Donc, toute la partie, vous pouvez avoir quelqu'un dans l'équipe, voire 2 personnes, qui vont s'alterner pour dire il y a trop de merdier, j'envoie un napalm. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus précis que la 380. Et moi, quand j'ai joué le napalm, ça m'a pas fait l'effet de la 380 où je le gardais en main pour besoin. Non, c'est ça m'emmerde, napalm. Là où la 380, elle peut servir sur les groupes, comme elle peut servir dans les bases. Donc on se pose la question, est-ce que j'en ai avoir besoin pour la base? Est-ce que j'en ai avoir besoin pour le groupe? Le napalm, c'est vous êtes dans la merde, vous le jetez. Fin du débat. Ensuite, dans les soutiens aériens, un soutien aérien sous-estimé. L'aigle. Alors, c'est pas forcément le mieux en terminide, mais c'est un soutien aérien, quand vous avez dès le début, qui peut être bien à avoir, notamment en automaton, ou même en illuministe. Ça vous défonce tous les petits blindés, ça vous défonce la vermine, ça vous défonce plein de choses. Ça vous défonce tous les chars, ça vous défonce quasiment tout à part les génitrices en automaton. Oui, là, il faudra plusieurs. Mais ça permet de détruire les maisons. Et vu que vous pouvez en avoir 5 utilisations, quand l'aigle a l'amélioration, sinon c'est 4, et ben, c'est un stratagème assez volatile. Vous en avez beaucoup en stock, vous pouvez le balancer dans tous les sens. Donc il a cette qualité-là. La frappe d'aigle aérienne, alors, c'est une très bonne frappe à la base, mais avec le temps, elle est devenue en fait dépassée par plein d'autres choses. Donc si vous la prenez en début de jeu, ce ne sera jamais une mauvaise frappe, mais elle sera vite surpassée par d'autres choses en fonction de vos besoins. Ce qui pourrait être votre première priorité à bas niveau, ça sera la bombe à fragmentation. L'avion, comme l'aigle, 5 passages. Ça ne sert pas à tuer les blindés, par contre ça sert à démober. Alors 5 passages avec l'amélioration, sinon c'est 4. C'est une arme ATK absolue, hein. La bombe à fragmentation, c'est le meilleur moyen de tuer un allié. Donc à utiliser vraiment en faisant très attention. Mais par contre, si vous avez des insectes ou des hordes qui vous tombent dessus ou des groupes qui vous emmerdent, vous mettez une bombe à fragmentation, tout est liquidé. Je recommande pas le napalm parce que bon, ça fait Vietnam, c'est rigolo, mais c'est beaucoup moins volatile, la zone d'effet est assez faible. Pourquoi prendre un napalm quand on peut avoir une fragmentation ou une frappe aérienne? Parce que le napalm ne détruit pas les bâtiments, contrairement à l'aigle de soutien aérien et à la frappe aérienne.
et il a un rayon d'action beaucoup plus faible que la fragmentation. Alors pourquoi prendre un truc moins efficace qui en plus peut vous bloquer la voie? Vous envoyez la fragmentation sur un endroit où vous avez prévu de fuir, vous attendez qu'elle passe, elle a tué les ennemis, une fois qu'elle a tué les ennemis, vous fuyez au milieu du champ de cadavres. L'aigle au napalm, lui, ne vous permettra pas de fuir dans cette direction. Donc, vraiment, c'est pas un truc que je recommande. Alors, le jetpack, je ne le recommande pas en priorité, néanmoins, c'est depuis qu'il est débugué, un stratagème assez puissant et assez amusant. Alors, il est mal traduit, en anglais ils l'ont appelé jump pack. C'est pas un jetpack qui vous fait voler à l'infini, ça vous fait passer des obstacles dans un saut. Et avant on se cassait la gueule systématiquement, maintenant vraiment beaucoup moins. Si vous êtes plutôt du genre à fuir et à esquiver, oui, c'est un stratagème qui vaudra la peine. Mais pareil, vous n'avez pas de sans recul. Le jetpack se débloque à partir du niveau 8, or le Khazar c'est niveau 15 de mémoire. Donc, si vous allez chercher le jetpack au début, vous vous privez de votre capacité à avoir de l'anti-char, sauf si vous prenez les charges anti-char. Sauf que l'équipement bleu c'est bien, mais si vous prenez 2 équipements bleus, vous réduisez votre possibilité d'avoir des frappes ou des tourelles. À titre personnel, je prends un sans recul parce que ça me permet d'avoir 3 frappes, 3 tourelles, 2 tourelles, une frappe, une tourelle, 2 frappes, c'est ce que j'aime jouer. Après, si vous préférez vous appuyer que sur vous-même et moins sur vos frappes, eh ben prenez-le. La prochaine priorité que j'ai nommée, c'est bien évidemment la bombe de 500. Alors, la frappe fumée, tout le monde s'en fout. À part qu'on fait du Stealth Diver, c'est-à-dire pas le cas de 99% des joueurs, c'est pas intéressant. L'aigle de 110 mm, c'est de la merde. C'est censé bien cibler, alors c'est un rayon de ciblage autour de la balise, c'est-à-dire tout ce qui est à plus de 3 mètres de la balise ne sera pas ciblé, donc c'est nul. C'est censé servir à abattre des blindés et des trucs, ça abat que dalle, c'est censé avoir 4 passages, c'est de la merde. Rien à ajouter, injouable. Bombe de 500, à titre personnel, je n'aime pas la jouer. Néanmoins, je serais le pire des menteurs si je vous disais pas que c'est un très bon stratagème. La bombe de 500, ce qu'il faut apprendre, c'est le tempo où vous la jetez et comment vous la posez pour raser l'ennemi. Au tout début du jeu, elle était complètement buggée. Elle reste encore inefficace sur du tripode en illuministe. Donc en illuministe, je vous la recommande pas sur du tripode. Par contre, elle est vraiment anti-blindée. Voilà, ça vous défonce le titan, ça vous défonce le char, ça fait mal à la génitrice quand ça la défonce pas. Ou anti-horde, vous jetez ça au milieu d'une horde, pareil, ça va réduire sur un sacré rayon. Donc la bombe de 500, très bon stratagème, qui peut être une de vos priorités en fonction des builds que vous voulez commencer à jouer à partir du niveau 15. Si vous voulez jouer, avoir des armes plus légères, mais toujours garder un truc pour vous débarrasser d'un blindé qui vous emmerde, là, oui, à partir du niveau 15, bombe de 500 vigoureux, peut être un gameplay qui va vous plaire. Donc, un stratagème à voir en priorité. La voiture, elle se débloque niveau 25. C'est bien et moyen, le jeu a intégré des savonnettes. Voilà. Et les mechas, ils vont être améliorés à ma connaissance encore, d'après les leaks qu'il y a eu, parce qu'ils restent... pendant très longtemps, ils n'étaient pas assez puissants, maintenant ils sont puissants, mais ils restent facilement destructibles, et t'attends longtemps, et une fois que tu l'as vidé, tu peux pas le réparer. Les leaks qu'ils ont prévus apparemment, c'est d'ajouter une mécanique de rechargement et de réparation des mechas non cassés. Comme ça, vous avez 3 mechas maximum par partie. Mais si vous les cassez pas, vous les renvoyez au hangar, vous en sortez un nouveau. Et là, ça pourrait être bien. Si ça sort et que c'est bien géré, ça peut être pas mal. La voiture, elle, n'a pas d'utilisation limitée comme le mecha. Mais elle met quasiment 5 minutes à revenir. Donc, si vous attendez 5 minutes pour avoir une voiture, essayez de pas gaspiller l'autre. Elle vous sert que dans le déplacement. Mais c'est pas viable sur tous les terrains. Dans la mangrove, je vous la recommande pas. Et après, ça va vous remplacer de l'équipement ou une frappe. Donc... si vous aimez être taxi, niveau 25, pourquoi pas. Sinon, après, à partir du niveau 25, vous commencez à avoir de l'argent et des stratagèmes à débloquer, donc vous l'aurez tôt ou tard. Sur le pont, frappe à gaz orbital, l'une des meilleures frappes que vous pouvez avoir, niveau 1 aussi. Elle est en concours avec la Gatling, je croyais qu'elle était niveau 3, je reprends mes fiches, niveau 1. L'une des meilleures frappes. Les ennemis prennent du dégât, ils sont désorientés, et si vous êtes dedans, vous mettez un steam, vous avez de fortes chances de survivre à votre propre gaz ou au gaz d'un allié, là où la Gatling, elle va vous stun, voire vous one-shot. Et les ennemis dans le gaz, ils sont désorientés, ils savent plus où aller, ils attaquent dans le vide, ils courent dans tous les sens. Et d'ailleurs, le gaz est l'une des seules choses qui va vous détourner la vermine en illuministe. Donc, un stratagème qui met 75 secondes à revenir, mais quand vous n'avez pas les malus, ça peut mettre qu'une minute à revenir. Donc, vous balancez 40 gaz dans la partie,
Vous croisez une patrouille, du gaz. Un largage, une incursion, du gaz. Le stratagème gaz marche sur les 3 fronts. Le gaz est pas ce qu'il y a de mieux en automaton, mais la frappe à gaz, si vous la jouez correctement en automaton, elle va complètement vous les dérouter. Et vous débarrasser les petits fantassins. Alors frappe orbitale GCS, à bas niveau, ça peut vous plaire. À haut niveau, personne ne la joue. Parce que ça vous sert à stunner des ennemis. La seule chose que ça va pas stun, c'est Génitrice, Tripode et Titan. Tout le reste, en fait, va être immobilisé par ça. Ah oui, les chars. Les chars en ont rien à foutre. C'est une particularité automaton. Votre prochaine priorité sera ensuite... Alors, générateur... Ça, c'est une mitrailleuse lourde, très bonne en automaton, mais c'est pas une priorité, selon moi. Générateur de relais de bouclier, c'est devenu assez fort, ça vient toutes les 1 minute 30. Ça peut vous plaire d'avoir un qui a ça dans l'équipe, mais vous n'êtes pas obligé de jouer avec. C'est pas une priorité, selon moi. On en arrive au sac de ravitaillement. Sac de ravitaillement, disponible à partir du niveau 1. Si vous voulez absolument jouer à la mitrailleuse lourde, c'est ce qu'il vous faut. Pourquoi? Le sac de ravitaillement permet de ravitailler les alliés sans faire appel au stratagème de ravitaillement. Je rappelle que le stratagème de ravitaillement pour les nouveaux joueurs, c'est un stratagème d'équipe. Si vous appelez le ravitaillement, le reste de l'équipe ne peut pas l'appeler. Si vous bouffez toutes les caisses et que les autres en avaient besoin, les autres n'ont plus rien à manger. Donc, le sac de ravitaillement est la solution à ça. De plus, il vous permet de vous ravitailler vous-même en appuyant sur la touche 5 sur PC. Je ne sais plus sur PS4, ou PS5, j'ai pas de PS. Donc, si vous voulez vous redonner des steams, vous redonner des munitions et tirer dans tous les sens, et ben en fait le sac de ravitaillement est vraiment bien pour votre propre survie, ou au contraire, vous prenez un sac, vous êtes dans votre coin, et les alliés, eux, se prennent le largage orbital, et comme ça, en fait, vous avez une très très grande autonomie. Vraiment, le sac de ravitaillement, très très bon stratagème, qui change complètement la coop, ou même le solo. Ensuite, niveau 18, j'ai dit 15 je crois tout à l'heure, mais c'est 18, vous avez le canon Khazar. Alors, je ne parle pas du reste. Canon laser, ça peut être bien, mais c'est un gameplay très spécial. Je le recommande pas spécialement à un débutant. Ou sinon, allez voir des guides de comment le jouer. Mais je suis pas là pour ça aujourd'hui. Bouclier balistique, ça vous mange l'espace de sac à dos, ça vous rend résistant, mais il faut une arme à une main, il faut un build adapté. À part avec l'arbalète explosive, si vous êtes un joueur arbalète explosive, vous n'avez pas d'intérêt à avoir ce truc. Il était très fort un temps avec un bourrasque, je jouais que ça en automaton, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Astro Cerbère, si vous êtes débutant et emmerdé par les terminides, bon, vous pouvez en prendre un, c'est vraiment fait pour les terminides, mais pas bon sur les autres fronts. Par contre, régulièrement, l'Astro Cerbère va vous couper, vous ou un allié, en deux. Donc faites vraiment attention avec ce machin. Il peut complètement vous arracher la tête, à vous-même, en voulant cibler un insecte qui est à vos pieds. Voilà. Canon électrique, bof. Bof, c'est l'outil du TK absolu, ça stun, ça fait un peu de dégâts sur les blindés, ça fait des dégâts de masse, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique en l'état. Canon Khazar, à titre personnel, je n'aime pas du tout cette arme, néanmoins de nombreux joueurs l'aiment et elle est parfaitement jouable. Si vous aimez le canon sans recul, ce que vous n'avez pas aimé dans le Khazar, c'est que le canon sans recul, l'obus part immédiatement, puis vous rechargez. Le Khazar, vous avez un temps de charge de plusieurs secondes avant que votre tir part. Donc vous avez vraiment pas intérêt à rater votre tir. Par contre, si vous foirez votre tir ou vous réussissez votre tir, vous remettez le Khazar dans le dos, il a un temps de recharge. Le Khazar est une arme à énergie qui, un tir engendre sa surchauffe et met 15-20 secondes à se recharger. Et donc une fois qu'il est rechargé, vous pouvez rebalancer une bastos. Le problème, c'est que moi j'aime pas cette arme parce que bah justement le temps de viser, quand tu vises à chaque fois tu prends une balle, t'as une séisme, t'as une merde, et à la fin ton tir rate. Et là t'es vachement content. Par contre l'avantage qu'a le Khazar, que n'a pas le canon sans recul, c'est qu'il n'occupe pas le dos. Donc vous pouvez le combiner notamment en automaton. C'est l'un des seuls endroits où je le joue, c'est Khazar et générateur de bouclier parfois. Générateur de bouclier, stratagème niveau 20, excellent notamment en automaton. Parce que ça marche aussi pour le corps à corps, attention. Hein. Mais le stratagème bouclier, bah, c'est une armure de protection. Ça encaisse les dégâts avant d'être détruit, et ça peut vous faire rendre très difficile à tuer, hein, bien joué. Hein. Donc c'est un très très bon stratagème. Ensuite, sentinelle mitrailleuse. Au début c'était naze, aujourd'hui très très bon. Ça revient toutes les minutes. Ça démob vachement bien. La Gatling.
La Gatling, c'est fait pour défoncer de l'infanterie et du moyen. Alors attention, apprenez bien à la placer. Si vous la placez au milieu de l'équipe, ça va raser l'équipe avec. La Gatling, elle tire sur les ennemis. Et comme toutes les tourelles, elle fait pas attention à savoir s'il y a un allié devant l'ennemi sur lequel elle tire. Elle tire vraisemblablement sur l'ennemi le plus proche et elle tourne dans tous les sens. Et elle tourne en faisant du tir ininterrompu. Donc elle peut complètement faire 360 degrés en tir ininterrompu et raser toute l'équipe. Donc à jouer correctement. Elle revient toutes les 2 minutes 30 à peu près et elle est assez efficace. Elle marche très bien en terminide, en illuministe et en automaton. Elle est moins intéressante. Néanmoins, pour les fantassins blindés, elle va vous les déménager. Par contre, là où elle est très conne, c'est que si elle a décidé de cibler un ennemi blindé qu'elle ne peut pas blesser, elle va continuer de le cibler sans savoir que ça ne le blesse pas. Sentinelle mortier, surtout pas. Ça n'est jouable qu'en automaton. Et ça va frapper dans tous les sens. Et dès que vous avez un truc au corps à corps, vous allez vous manger vos propres obus quand c'est pas un allié qui va les manger. Donc, vraiment, vraiment pas une priorité. Cerbère, ça se débloque à partir du niveau 10. C'est mieux que l'Astro-Cerbère parce que le Cerbère est jouable sur les 3 fonds, là où l'Astro-Cerbère n'est vraiment bien que chez les Terminides. Ça fait vraisemblablement un peu moins de TK et ça vous tuera moins souvent que l'Astro-Cerbère, vous et vos alliés. Ça vous mange le dos, donc ça vous impose de jouer une anti-char ou un Khazar, ou sinon d'avoir des stratagèmes, hein, comme j'expliquais au début du jeu, mais c'est un bon gardien, ça plombe bien. Ça plombe bien les ennemis. Sentinelle, canon automatique. L'une des meilleures sentinelles du jeu. Quand vous avez posé cette sentinelle, vous savez que tout est mort en face. Hein. Elle rase tout. Par contre, elle cible l'ennemi le plus proche et elle fait pas attention aux alliés. Si vous êtes à côté d'un ennemi au corps à corps et qu'elle le cible, vous allez manger la déflagration. Par contre, une fois que vous l'avez posé, excellent. Sentinelle lance-roquette. Si vous avez débloqué le canon automatique, la sentinelle lance-roquette n'est absolument pas votre priorité à débloquer. Néanmoins, elle a une nuance. Les projectiles ont un temps de trajet, ce qui fait qu'elle est un peu moins bien pour les ennemis aériens. Mais elle a un avantage, c'est que son IA est légèrement différente. Elle va cibler en priorité les ennemis blindés. Donc, elle ciblera, elle a un peu moins de chances de vous frapper à vous si vous avez un fantassin collé à vous. Ça ne veut pas dire que ça n'a jamais lieu, mais elle essaie de cibler les plus gros. Donc, elle a une légère différence d'IA par rapport au canon automatique. Par contre, inconvénient, elle a un souffle à l'arrière. Si vous passez à l'arrière de la tourelle lance-missile quand elle tire, vous êtes blast et vous tombez au sol assommé. Le mortier GCS. Arme sous-estimée dans le jeu, stratagème sous-estimé, le mortier GCS est très probablement l'un des meilleurs stratagèmes du jeu. Ça envoie des munitions qui stunnent les ennemis, mais vous avez une incursion d'insectes, vous déployez un mortier GCS, par contre il met beaucoup de temps à revenir, mais il a beaucoup de temps de vie. Vous avez une incursion d'insectes, vous mettez un mortier GCS, si elle cible l'incursion d'insectes, à part les titans, toute l'incursion va rester immobile. Mais quand je dis toute l'incursion va rester immobile, c'est toute l'incursion va rester immobile. Si un allié est pris dedans, il va être ralenti, ça peut vraiment l'emmerder. Néanmoins, un allié pris dans le GCS, lui, il peut se jeter au sol, recommencer en boucle, jouer à l'Otari pour en sortir du secteur du GCS. De plus, le GCS ne l'empêche pas de tirer et de se battre, là où les ennemis, eux, arrêtent d'attaquer. La seule chose sur laquelle ça marche pas, c'est comme la frappe GCS, c'est Titan, Génitrice, Char et Vermine. La Vermine n'est pas arrêtée par le GCS. C'est un cas particulier aussi. Mais sinon, tout le reste, si dans une compo vous savez pas quoi mettre, vous mettez un mortier GCS, je vous assure, vous allez voir une partie importante du champ de bataille qui peut devenir gris, et tout ce qui est dans cette zone grise ne se bat plus. Et là, vos alliés foutent un stratagème, ou vous tirez à la mitrailleuse dedans, ou à l'explosif, ce que vous voulez, vous allez tout défoncer. Un des meilleurs stratagèmes, alors qu'il est très sous-estimé. Les exosquelettes, c'est assez spécial. Ils vont les améliorer, comme je disais tout à l'heure. Là où ils sont frustrants, c'est qu'ils peuvent être détruits assez facilement, l'air de rien. Les munitions peuvent partir assez vite. Et donc, en fait, ça vous mange une place. Ça a 10 minutes de rechargement quasiment. Et ça peut être détruit au spawn, quand l'avion le largue pas n'importe comment. Donc, vous avez un truc limité à 3. C'est détruit au spawn, vous avez perdu 10 minutes. Alors que vous auriez pu avoir une frappe. Sur ce point-là, l'exosquelette peut être frustrant. Au tout début du jeu, c'était l'un des trucs que j'étais content de débloquer, et après l'avoir débloqué, je l'ai immédiatement jeté en fait. Je me suis rendu compte que j'étais bien plus à l'aise à pied que des fois dans l'exosquelette. Les autres stratagèmes sont des stratagèmes vraiment propres à des packs. Donc,
À part si vous décidez d'acheter le pack, je peux pas en faire un tuto débutant. La seule chose que je vais dire, c'est que l'emplacement anti-char, comme j'ai dit dans ma vidéo sur les Warbonds, permet de vraiment tout, mais tout défoncer en automaton. Elle peut exploser du blindé en terminide, à condition d'avoir des alliés qui couvrent vos arrières au corps à corps et que vous êtes sur un terrain dégagé. Et en illuministe, elle est un peu moins utile, mais elle peut s'avérer très bien pour le Léviathan, s'il le ressortent après l'attaque de la Super Terre, ce qui paraît probable. Et sinon, après, ça vous permet d'abattre du tripode ou de faire des sales dégâts aux vermines. Voilà. Alors, bouclier directionnel, c'est comme bouclier balistique, mais seulement quand vous visez. Médiocre. L'emplacement sentinelle lance-flamme, bon, ça existe. Mais pareil, vu que ça ne ralentit pas les ennemis, ça peut brûler un ennemi, l'ennemi est brûlé, il s'en fout et va péter la tourelle. Je préfère avoir une Gatling, parce que ça a les mêmes stats que la Gatling, sauf la portée. Ouais, d'accord, bah, je préfère avoir une Gatling. La Gatling agrattera l'aérien. La Gatling tirera à 50, 60 ou 100 mètres, alors que la lance-flamme, elle s'en cogne. Sac à bombe. Peut-être l'un des seuls trucs qui vous donnera une réelle raison d'acheter le serviteur de la liberté, plutôt que quand je vous le recommande. Ça permet de faire le témoin de Mad Max avec une bombe mini-nucléaire. Donc, les gens intelligents, bien sûr, ne se suscitent pas avec, ils la lâchent par terre et ils reculent pour la laisser péter à la gueule des ennemis. Mais c'est tout. Alors, le Hooverpack, ça permet de voler comme Boba Fett. Gros défaut de ce stratagème, c'est que... Alors, c'est classe. Et pour escalader dans des terrains de ville, c'est vrai qu'on fait pas mieux. Vous mettez en hauteur avec un snipe et là, vous êtes inatteignable par les ennemis. Mais sorti de ce cas-là, en terminite, vu qu'ils sont tous au corps à corps, ils vont se mettre sous vos pieds. Quand vous allez atterrir lentement, comme une jolie pétale de fleurs tombant du cerisier pour vous faire bouffer par une horde de machins enragés. Donc c'est nul. Et sur les autres fronts, illuministes ou automatons, les ennemis ils font poule et ils vous défoncent. Ils vous défoncent. Ils vous maravent à distance à un niveau, mais vous imaginez pas. Parce qu'en fait, vous êtes encore plus lent qu'à pied et vous n'êtes même plus à couvert. Donc là, les ennemis, c'est le tir à la galinette cendrée. Ce stratagème, il est vachement bien sur le papier, il est rigolo à jouer pour faire des conneries, mais dès que vous voulez faire un build sérieux, sauf cas particulier que j'ai évoqué, vous allez le jeter à la poubelle. Donc, si vous aimez pas le sniper à levier de la justice bornée, n'allez pas acheter ce truc. Vraiment. Ça passe dans les derniers, quoi. Ça reste là où j'ai dit dans les Warbonds. Et le drapeau, alors, aucun effet pour le moment, c'est juste esthétique, c'est une arme de corps à corps, ça remplace votre lance-roquette pour avoir une lance. Alors, j'aime beaucoup la Super Terre, ça y a pas de souci. Mais j'aime être efficace au nom de la Super Terre. Donc, n'allez pas acheter le maître de cérémonie en premier, hein, ça reste le dernier des packs. Malgré l'énorme buff sur les armures, qui les rend jouables, maintenant, c'est vraiment pas une priorité, selon moi. Voilà, donc c'était petite vidéo improvisée sur les stratagèmes, ceux qui sont les plus intéressants. Il y en a plein dont j'ai pas parlé, c'est parce qu'ils sont secondaires. Ils peuvent vous plaire, mais soit faut les avoir dans des combos, soit vraiment, si vous voulez d'abord être bas niveau, évoluer et vous débarrasser des plus gros problèmes, je vous ai donné les éléments. La tour Tesla, ça met moins de 2 minutes à revenir, ça massacre des ennemis, mais niveau tir allié, ça vous défonce. Ça vous défonce complètement. C'est très compliqué à jouer. Le rempart lance-grenade, c'est très fort notamment en terminide, mais vous devenez statique et ça se joue d'une manière assez spéciale. Donc, c'est pas une priorité, c'est pas mauvais, c'est pas injouable, il y a des gens qui l'aiment, j'ai déjà vu des gens très efficaces avec, mais c'est clairement pas une priorité. Et pour les mines, alors les mines par contre c'est une blague dans ce jeu, hein. Les mines ça sert à rien. Et que les mines à gaz qui peuvent être vachement bien, mais des fois choisir entre avoir une frappe, une tourelle ou une mine à gaz, je préfère avoir une frappe ou une tourelle. Moi je vous le dis très clairement. Donc voilà, petite vidéo d'analyse des stratagèmes pour les débutants. Voilà. Lance-roquette de proximité, oui, je vous ai dit que ça servait en illuministe pour la vermine. Par contre, sorti de ça, ça va vous faire tuer des alliés à la pelle. C'est très bien pour déblayer une horde, mais quand vous avez des blindés en automaton ou en terminide, ça devient très très moyen. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Vive la Super Terre. Nous sommes contents de l'avoir défendu contre ces maudits Protoss. Ciao.